D'abord, merci beaucoup d'être là le jeudi soir. Merci d'être d'un aussi beau nombre. Pour entendre Jacques Bouchard. Jacques Bouchard, malgré ce que vous soupçonnez, qu'il devrait avoir l'âge de la retraite, il n'est pas du tout à la retraite parce qu'à l'âge qu'il a, il est encore professeur à l'Université de Montréal. Il fait encore des voyages qui l'amènent en Roumanie, en Grèce, bien entendu. Et il n'arrête pas d'enseigner, de travailler avec des étudiants et de s'intéresser évidemment aux auteurs dont il va nous parler, en particulier ce soir, de Constantin Cavafy. Alors, donc c'est un privilège que l'on a. Ça n'a pas été facile de l'attraper au vol parce qu'il était toujours en train, ça fait à peu près 6 mois qu'on essaye de se rejoindre, de se donner des rendez-vous téléphoniques et de l'attraper pour qu'il vienne à Trois-Rivières, mais il est là, on est chanceux, il est là ce soir et je suis persuadé qu'il va vous intéresser. Alors il va nous parler de ce poète Cavafy, dont plusieurs connaissent, en intitulant sa conférence à partir du vers de Rimbaud, du mot de Rimbaud, « Je est un autre ». C'est que Cavafy est né en Alexandrie, il est mort en Alexandrie. C'est un poète grec bien connu. Alors, bon, il y a toute une identité, dans le fond, que l'on cherche, qu'on peut chercher à travers les poèmes, et que Cavafy a exploité à sa façon, en associant, en alliant le présent et le passé, la Grèce ancienne, les romaines aussi, et avec le présent, en critiquant. Alors, Jacques Bouchard est né à Trois-Rivières. Il y en a plusieurs qui sont ici, d'ailleurs, qui l'ont connu à Trois-Rivières, qui ont été ses collègues à l'école, au séminaire ou à l'université. Il a fait des études classiques au séminaire de Trois-Rivières. Il a étudié aussi à l'Université Laval. Il a enseigné le grec ancien et moderne à l'Université Laval. Il est professeur titulaire. Il enseigne la littérature grecque moderne à l'Université de Montréal depuis 45 ans. Il est directeur du Centre d'études néo-helléniques de l'Université de Montréal. Et bon, il a publié quelques livres, évidemment, en rapport avec Cavafy et en rapport aussi avec la poésie grecque moderne. Un ami poète, Jean Royer, que je rencontrais dernièrement pour voir ce qu'en était de sa poésie, parce qu'il m'avait confié un recueil. Alors, curieusement, j'ai découvert qu'il avait écrit un poème en pensant à Cavafy. Alors, je vous lis ce poème-là, en introduction. Alors, il a pensé à Cavafy, mais il a pensé aussi à Umberto Saba. Il dit ceci: « Ton poème, aveu de l'émotion, ne cherche pas la gloire, mais la vérité du vécu. » Ainsi, Umberto et son frère Cavafy, poètes exilés en eux-mêmes, respirant l'air de Trieste et d'Alexandrie, dans un jeu éternel qui est la langue, interroge la mélancolie du présent, leur soliloque, celui de l'homme qui marche, de Giacometti. Et là, il cite Sabat. Moi, à cause d'une petite muette, je m'en vais seul, et toi, ami, tu me parles, et de mon cœur, tu dissipes l'amertume. Et de Cavafy, il retient: voix tendrement aimée, voix idéale des morts, dans nos rêves parfois se font entendre, parfois c'est notre esprit en pensée qui les appelle. Et pour un bref instant, dans leur écho revivent d'autres accents, la prime poésie de notre vie, musique dans le soir, lointaine qui s'éteint. Alors je vous présente Jacques Bouchard. Merci beaucoup, ça fonctionne. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venu. Je voudrais remercier ceux qui m'ont invité parce que, comme vous le savez, nul n'est prophète dans un pays. Il fallait que je me rende à 77 ans pour qu'on m'invite à Trois-Rivières pour faire une conférence. Je voulais remercier d'abord mon ami Claude Simard parce que c'est grâce à lui si je suis ici aujourd'hui.
C'est lui qui m'a mis en contact avec M. Godel, et puis avec le cercle philosophique. Alors, je vais vous parler d'un poète que je n'ai pas connu, évidemment, puisqu'il est mort en 1933, ce poète. Mais c'est comme si, mon destin était tracé d'avance. Quand j'étais ici au séminaire, j'avais lu la traduction française de ces poèmes par Madame Yourcenar et Marguerite Yourcenar. Et puis, je termine mon séminaire, je vais faire une licence en lettres à Laval, et je pars pour la Grèce pour faire un doctorat. Et comme m'avait dit Louis Martel à l'époque, tu es sûr que tu ne vas pas te casser la figure, hein? Déjà une thèse dans sa langue maternelle, c'est un contrat. Alors si tu veux faire ça en grec, mais quand même, Zeus y a mis la main, Zeus merci. Les colonels sont arrivés au pouvoir là-bas. Au lieu d'aller 2 ans, je suis resté 5 ans. Et je suis revenu évidemment avec le doctorat, mais malheureusement pas sur Cavafy. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt tabou à l'université d'Athènes, l'université de Salonique. Et parce que, paraît-il, qu'il était homosexuel. Alors, ce que je vous propose ce soir, je vais vous lire une petite conférence que j'ai faite à Montréal, d'abord, et par la suite a été traduite dans diverses langues. Et j'essaie en 20 minutes à peu près de vous dire quels sont les poèmes, il y en a plusieurs, qui ont trait à Alexandrie, la ville d'Alexandrie. Donc, je commence par lire mon petit texte. Il y a quelques poèmes aussi qui sont glissés là-dedans. Et j'espère que je peux manier cette chose. Et deuxième, je vais faire le résumé d'un article que j'ai publié en grec, mais sur des poèmes écrits à la première personne du singulier. Et puis, si on a le temps, alors j'ai identifié d'autres poèmes tirés de cette anthologie qui est apparue à Bucarest. C'est en 12 langues. Et là-dedans, j'ai écrit l'épilogue d'une anthologie sur Cavafy. Mais j'ai fait aussi la traduction en français de 24 poèmes. C'est 24 poèmes en 12 langues. Alors, on verra si on a le temps tout à l'heure. Alors, je commence. Est-ce que ça marche? Non. Oui? Ouais. Oui, ça marche. Constantin Cavafy est né à Alexandrie le 29 avril 1863. Son père était un grand marchand grec d'Égypte. Hormis quelques séjours à l'étranger, le poète passa sa vie à Alexandrie. De 1885 à 1922, il fut employé civil. Il mourut dans sa ville natale en 1933, le jour même de son 70e anniversaire. Alors, je vais vous montrer ici quelques... Bon, c'est lui jeune. C'est la photo que tout le monde connaît dans son appartement, à un âge déjà vénérable, mais quand on a 20 ans, 50 ans, c'est vieux. Et quand on a 77 ans, il est plus jeune que moi. Ici, c'est vers la fin de sa vie. Il est mort d'un cancer du larynx. Et c'est quand il est venu à Athènes, et donc il était muet, et donc il a rencontré beaucoup de gens à Athènes, et qui lui posaient des questions. Et en fait, il avait un bloc à côté, puis il répondait par écrit. Heureusement, on a gardé plusieurs de ses réponses par écrit. Ici, c'est Constantin Dimaras.
c'est avec lui que j'ai fait ma thèse sur un autre sujet. Mais Constantin Dimaras, il est né en 1904 et il est mort en 1992. C'est vraiment la personne avec laquelle j'ai fait mes études. Mais lui, il a fait la première traduction des poèmes avec Marguerite Yourcenar. Et donc, c'est avant que je connaisse Dimaras, en fait, j'ai connu à partir de 1965, mais donc avant que je le connaisse, je connaissais les poèmes de Cavafy par la traduction de Marguerite Yourcenar, et en petit caractère, on voit bien que c'est avec Constantin Dimaras. Constantin Dimaras, évidemment, c'est un grec, mais qui connaissait le français comme le grec, alors que Marguerite Yourcenar ne connaissait pas le grec moderne. Elle avait fait du grec ancien, Barbaroi, Athénaïoi et tout ce qu'on veut, mais elle ne pouvait pas lire le grec moderne. Donc Dimaras a fait d'abord la traduction mot à mot de tous les poèmes, 154, et elle a fait une chose qui n'est pas permise aujourd'hui. Elle a traduit les poèmes de Cavafy en prose. Puis là, ben, elle a enlevé certains vers, ce qui est bon. Donc, je continue. Son œuvre poétique comprend 154 poèmes que le poète, féru de chronologie, a soigneusement datés. Des archives Cavafy, on a publié subséquemment d'assez nombreux inédits. La fascination qu'exerce la poésie de Cavafy sur les lecteurs grecs tient à des affinités linguistiques, affectives et culturelles si profondes et spécifiques qu'il serait ardu de les exposer brièvement. On peut plus aisément évoquer certaines raisons pour lesquelles cette œuvre, aussi peu volumineuse que les fleurs du mal, ne cesse de captiver des générations de lecteurs étrangers. En français, la notoriété du poète alexandrin doit beaucoup à celle de Marguerite Yourcenar, qui publia en 1958 une présentation et une traduction de Cavafy. Georges Katoui, Stratis Tsirkas et Diana Haas, entre autres, mirent ensuite à la disposition du public francophone une judicieuse documentation critique, historique et iconographique. On peut s'expliquer en partie seulement la popularité non démentie du poète, connu par le biais de traductions et en dépit des maladresses de certaines traductions. Cavafy présente d'abord une lisibilité à vue, que la poésie moderne a perdue depuis le surréalisme. On constate partout une cohérence narrative obvie, comme chez Baudelaire. Sa langue fait un usage singulier de la prose journalistique et du vocabulaire quotidien, deux registres en principe traduisibles. Intuition géniale. Cet alexandrin situe une grande partie de sa production poétique dans la ville d'Alexandrie et dans l'Orient hellénisé, depuis l'Antiquité tardive jusqu'à son époque. Les amateurs d'hellénisme se complaisent donc à retrouver des noms évocateurs réels ou fictifs, et des balises culturelles connues. La verve historique et philosophique du poète se répand dans un souriant didactisme que son affabilité et sa douce ironie rendent extrêmement séduisant. Le ton sobre et intimiste vous émeut au drame de l'autre, puisque c'est aussi le vôtre. Il s'en dégage une sagesse du stoïcisme dans le plaisir, une conscience aiguë de la précarité de chaque être, de l'éphémère beauté, de l'imparable fatalité. Enfin, renouant avec l'ardeur amoureuse
de l'anthologie palatine, certains poèmes sensuels constituent, à l'opinion de critiques comme Marguerite Yourcenar, l'essence même de la poésie de Cavafy, dont la séduction émanerait d'une homosexualité affichée. Constantin Dimaras, que nous avons vu, qui a collaboré avec Yourcenar pour la traduction française, différait d'opinion concernant l'homosexualité présumée du poète. Selon lui, c'est un paravent. Ce sujet est un topos littéraire tiré de l'Antiquité. On doit se garder d'attribuer abusivement à l'auteur les traits dont celui-ci a doté ses personnages fictifs. Dimaras estime que le mot-clé de la poésie érotique de Cavafy est solitaire. Si la société permissive d'Alexandrie, de l'Alexandrie cosmopolite des années 1900, ne se formalisait guère d'épigrammes fleurant l'homosexualité, il eût été pourtant téméraire d'y vanter le plaisir solitaire. Quoi qu'il en soit, il est bien hasardeux de prendre des créations fictives pour des confessions autobiographiques et de vouloir s'ingérer dans la sexualité d'autrui. Les pièges qui attendent le traducteur sont aussi nombreux qu'insidieux. Les prosaïsmes de l'original grec servent de matériaux de réemploi dans une cathédrale de pur plein chant. Les multiples niveaux de langue, du grec savant à l'argot, requièrent une richesse langagière que le français a, depuis Rabelais, partiellement perdue. Quoiqu'initiateur du vers libre en grec, Cavafy conserve une forme métrique qui se vérifie par sa disposition typographique sur la page blanche et impose une facture analogue. Les traductions dans plusieurs langues se succèdent à un rythme constant et témoignent d'un acharnement peut-être unique des traducteurs à vouloir faire partager leur enchantement et leur interprétation. Alors que je préparais cette brève présentation, illustrée d'un choix de poèmes, j'ai cru bon de traduire moi-même les 5 poèmes que je vais lire. Maintenant, je ne me souviens pas bien. Ici, c'est Stratis Tirkas, dont j'ai parlé. J'ai eu une chance vraiment unique. Quand je suis arrivé à Athènes, en 1965, parmi les premières personnes que j'ai connues, c'était Stratis Tirkas, qui est un grec d'Égypte, qu'on appelle en français égyptiote. L'égyptien, c'est l'arabe d'Égypte, alors que l'égyptiote, c'est le grec d'Égypte. Donc, ce monsieur devait avoir, quand je l'ai connu, moi, je n'avais pas 25 ans, donc il me semblait vieux. Évidemment, il devait avoir 50 ans. Et il est mort en 1980, et il a eu la générosité de me rencontrer, disons, toutes les 2 semaines, puis on lisait ensemble les poèmes de Cavafy. Alors, il parlait le français comme vous et moi. C'était un grec d'Égypte qui connaissait plusieurs langues. Entre autres, il avait écrit ce livre, c'est la question politique chez Cavafy. Alors, du haut de mes 20 quelques années, je lui ai dit, quand il m'a montré ce livre, j'ai dit, mais la question politique, à mon avis, ça n'existe pas chez Cavafy. Et là, il m'a donné une bonne leçon que je rappelle à tous mes étudiants chaque année. Il m'a dit, c'est pas nécessaire qu'on soit d'accord. Et si vous voulez, on va continuer à traduire les poèmes. Donc, le premier poème que je vais lire, le premier poème évoque une scène que Plutarque situe à Alexandrie en l'an 34 avant Jésus-Christ, et qui s'intitule « Roi alexandrin ».
les Alexandrins s'étaient rassemblés pour voir les enfants de Cléopâtre, Césarion et ses frères cadets, Alexandre et Ptolémée, que l'on amenait pour la première fois au gymnase pour les y proclamer rois au cours d'un brillant défilé militaire. Alexandre, il fut appelé roi d'Arménie, de Médie et des Parthes. Ptolémée, il fut appelé roi de Cilicie, de Syrie et de Phénicie. Césarion se tenait, lui, devant, vêtu de soie rose, sur la poitrine, un bouquet de jacinthe, sa ceinture, une double rangée de saphirs et d'améthystes, ses brodequins lacés de rubans blancs dorés de perles rosées. Il fut proclamé, lui, supérieur aux cadets. Il fut proclamé, lui, roi des rois. Certes, les Alexandrins sentaient bien que ce n'était là que des mots du théâtre. Mais la journée était radieuse, empreinte de poésie, le ciel d'un pur azur, le gymnase d'Alexandrie, un triomphal objet d'art, exquis, le luxe des courtisans. Césarion, rempli de grâce et de beauté, fils de Cléopâtre, sang des Lagides. Et les Alexandrins donc accouraient à la fête et s'enthousiasmaient en poussant des acclamations en grec, en égyptien, d'aucun même en hébreu, charmés qu'ils étaient d'un si beau spectacle, tout en sachant bien sûr ce que valait tout cela. Quelle inanité que ces titres de royauté! Alexandrie, tant ancienne que contemporaine, est une ville où la vie nocturne offre toutes les tentations et se prête à l'assouvissement de toutes les passions. Cavafy a immortalisé cette force d'attraction de la nuit dans de nombreux poèmes, dont les deux suivants. Alors, ici, c'est un portrait aussi de Cavafy, et je vais vous lire en français celui-ci. Serment. Il fait souvent serment de réformer sa vie. Mais quand arrive la nuit, muni de ses tentations, de ses compromis, de ses promesses, mais quand arrive la nuit, muni de sa sourde puissance, du corps qui désire et qui soupire, il court égaré s'adonner aux mêmes fatales voluptés. Alors en grec, évidemment, si vous avez déjà fait du grec, la prononciation est très différente. Omni, omni kathetos onachis ipiokalis lui, alotanel finirka, metes dikes tis συμβουλές, με τους συμβιβασμούς της και με τις υποσχέσεις της, alotanel finirka, με την δική της δύναμη του σώματος που θέλει και ζητεί, στην ίδια μοιραία χαρά χαμένος ξαναπηγαίνει. Un autre poème, c'est toujours dans ma traduction, on n'a pas le temps de faire des lectures bilingues, c'est le poème qui s'intitule « Reviens ». Reviens souvent et prends-moi, sensation bien-aimée, reviens et prends-moi. Quand la mémoire du corps se réveille et qu'un désir ancien me remue les sangs, quand les lèvres et la peau se souviennent et que les mains ont la sensation de toucher de nouveau, reviens souvent et prends-moi la nuit, quand les lèvres et la peau se souviennent. Les personnages de Cavafy sont sollicités par les plaisirs
et subjugués par leur passion. Plus d'un veut recommencer ailleurs sa vie, après l'avoir irrémédiablement hypothéquée dans sa ville natale. Le poète porte sur eux un jugement inexorable dans le poème suivant, La ville. Tu t'es dit, je vais partir dans un autre pays, je vais partir sur d'autres mers, il se trouvera bien une autre ville meilleure que celle-ci. Chacun de mes efforts est ici condamné d'avance, et mon cœur y est enseveli comme sans vie. Combien de temps mon esprit restera-t-il encore ainsi morfondu? Où que je pose les yeux, où que je regarde, je ne vois ici que les ruines sinistres de ma vie, que j'ai passé tant d'années à gâcher, à gaspiller. Tu ne trouveras pas de nouveau pays, ni de mer nouvelle. La ville te suivra. En rond dans les mêmes rues tu tourneras. Tu vieilliras dans les mêmes quartiers et tu blanchiras dans les mêmes maisons. Toujours tu aboutiras dans cette ville. Aller ailleurs n'y compte pas. Il n'y a pour toi ni voie ni navire. Pour avoir gâché ta vie dans ce petit coin de terre, tu l'as ruiné sur la terre entière. Enfin, cette ville qu'on ne peut quitter, il arrive pourtant qu'elle vous quitte. La fin est proche. Plutarque rapporte un détail des derniers moments d'Antoine, en 30 avant Jésus-Christ. Antoine et Cléopâtre ont perdu la guerre. Octave sera bientôt à Alexandrie. Dionysos, le dieu tutélaire d'Antoine, le quitte en pleine nuit avec son cortège de musiciens. Mais le poète célèbre ici moins la fatalité que la ferme volonté de jouir de la vie jusqu'à la fin. Alors le titre du poème, Dieu abandonne Antoine. Quand soudain sur le minuit tu sentiras passer un évanescent cortège invisible, fait de rumeurs et de musique exquise, sur ta fortune qui périclite, tes travaux qui ont avorté, les projets de ta vie qui se sont tous avérés des illusions, ne va pas en vain pleurer. En homme prêt depuis toujours, en homme courageux, fais tes adieux à cette Alexandrie qui s'éloigne. Ne va pas te leurrer surtout et te dire que c'était un rêve, que ton ouïe t'a trompé. Repousse pareil faux espoir. En homme prêt depuis toujours, en homme courageux, digne comme tu l'es d'avoir mérité pareille ville, approche-toi de la fenêtre avec fermeté, écoute avec émotion, sans supplier ni pleurnicher comme font les lâches, en guise d'ultime jouissance, les sons, les instruments exquis du mystérieux cortège, et fais tes adieux à cette Alexandrie pour toi perdue. Voilà, c'est la première partie de cette présentation sur Cavafy. La deuxième partie, ce serait bon, alors ça c'est la première page d'un article. En haut c'est mon nom là parce que les Grecs ne peuvent pas prononcer Jacques Bouchard, alors c'est Zach Bouchard. Et vous voyez que c'est taftotita qui est hétérotita, c'est pimata tu Cavafy. Je est un autre. C'est identité et altérité dans des poèmes de Cavafy. Alors ce que j'ai fait, c'est une conférence que j'avais faite à Boston, en grec, et mon collègue
de Harvard m'a dit, mais écoute, tu veux faire ça en grec? Ben, je dis, ben, écoute, en français, en italien, en allemand, c'est en espagnol, c'est toujours dans la langue de cette littérature. On va faire la même chose en grec. Et en fait, Boston, c'est une ville grecque immense, et la salle était pleine, vraiment. Et donc, j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, d'abord, le premier biographe de Cavafy, c'est Berancis, qui a écrit dans les années 50 un livre, soi-disant une biographie. Le titre, c'était Le pêcheur, pas le pêcheur, mais le pêcheur, celui qui fait des péchés, qui vit dans le péché. Et cette biographie est tout à fait folle d'un point de vue philologique, parce que ne connaissant pas l'homme, il est mort en 1933. Donc, le premier biographe a pris comme document les poèmes eux-mêmes. Alors, c'est tellement fou, alors que je me suis décidé à analyser les poèmes qui sont écrits à la première personne. Sur 154 poèmes, il y en a 63 qui sont à la première personne, et là, je me suis aperçu que, au fond, peut-être que les Grecs ne connaissaient pas, mais là, je l'ai mis, hein, « Je est un autre » de Rimbaud. C'est tiré d'une lettre de Rimbaud à son ancien professeur. Entre-temps, tous les psychiatres, psychanalystes sont emparés, etc. Parce que c'est justement, je trouve que c'est le cas dans les poèmes de Cavafy. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a un narrateur dramatique qui dit « je fais ceci, je fais cela, je vais à tel endroit », mais au fond, le jeu en question, c'est une voix, et ce n'est pas l'auteur. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne, c'est un personnage. Alors, je termine donc en disant, par exemple, les sujets, il y a 33 sujets contemporains, il y a 24 sujets hellénistiques ou romains, il y a 7 sujets byzantins, mais là, en fait, quand il dit un tel poète byzantin, c'est évident que ce n'est pas Cavafy, même si, au fond, tous ceux qui écrivent la poésie le savent, même quand on dit c'est Jules qui parle, quand même, il y a des expériences personnelles et d'autres aussi, puis les lectures qui passent dans les textes. Et ici, j'ai noté donc une phrase de critiques américains qui disent, je traduis, « Nous sommes obligés d'attribuer les pensées et les dispositions du poème directement à un narrateur dramatique. Si l'on doit les attribuer à l'auteur, cela peut se faire uniquement au moyen de recoupements biographiques. » Alors, j'ai eu la chance, moi personnellement, quand je voulais faire ma thèse sur Cavafy, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient connu Cavafy. En 65, ça faisait quand même pas très longtemps qu'il était mort. Il y avait des gens là, qui étaient jeunes, qui ont connu Cavafy. Et en fait, quand on parlait, par exemple, c'est Madame, en français, c'est Madame Yourcenar qui a tiré comment dire, la couverture vers elle-même. Elle-même était à voile et à vapeur, et donc elle a fait de Cavafy un homosexuel plus qu'il l'était. Parce qu'au fond, on peut traiter de sujets comme ça sans l'être soi-même. Selon le bon vieux, ce qu'on dit comme exemple, Racine a décrit l'âme d'une foule d'assassins, et jusqu'à moins du contraire, lui-même n'était pas un assassin. Et donc, pour ce qui est de l'analyse de Dimaras qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, lui, il était plutôt d'avis qu'il s'agissait de plaisir solitaire. Bon, vous allez me dire peut-être que dans ses rêves, il y avait peut-être des éphèbes plutôt que des nymphes, mais il y a quelques années, il y a le sujet suivant qui tout à coup est arrivé même au théâtre, parce qu'il y a tout à coup quelqu'un du vivant de Cavafy, un jeune homme qui se présente et puis qui dit à Cavafy, il frappe à la porte, Cavafy ouvre la porte, et lui dit, « Papa,
Alors, il semble bien que Cavafy, je ne sais pas s'il est homosexuel, mais semble-t-il qu'il a eu un fils putatif, comme on disait autrefois, comme Jésus était le fils putatif de Joseph. Alors, et de plus, c'est qu'il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et à sa mort, Cavafy lui a tout laissé à ce monsieur Sengopoulos, tout ce qu'il y avait comme argent, toutes ses archives, sa bibliothèque, ses meubles, tout. En tout cas, ça, quel que soit le cas, c'est bien secondaire, parce qu'au fond, quand on regarde la Vénus de Milo ou une autre statue, on ne sait pas de quel, si le sculpteur était borgne, il était homosexuel, ou s'il était zoophile, on n'en sait rien. Si on a encore un peu de temps, alors je pourrais lire quelques poèmes, c'est toujours des poèmes que j'ai traduits, et c'est tiré de cette anthologie parue à Bucarest. C'est la deuxième édition, c'est une édition de luxe qui présente les 24 poèmes qui ont été choisis par quelqu'un qui est un éditeur, et donc c'est traduit en 11 langues, plus le grec, et c'est même traduit en latin. Alors j'ai choisi quelques poèmes, si on a le temps, on va en écouter quelques-uns, et j'en ai prévu jusqu'à 7, mais si au bout de 3, on n'a plus le temps, on va s'arrêter. Alors, le premier poème, Cierge. Les jours à venir se dressent devant nous, comme une rangée de cierges allumés. Petits cierges dorés, chauds et vifs. Les jours passés restent derrière, triste suite de cierges éteints. Les plus proches fument encore, cierges froids, fondus, tordus. Je ne veux pas les voir. Le respect m'afflige, et m'afflige aussi le souvenir de leur lumière première. Je regarde devant moi mes cierges allumés. Je ne veux pas me retourner pour, avec effroi, constater combien rapidement s'allonge la sombre lignée, combien rapidement se multiplient les cierges éteints. Un autre poème qui s'intitule Voix, V-O-I-X, Voix. Voix idéales et bien-aimées de ceux qui sont morts, ou de ceux qui sont pour nous perdus comme les morts. Elles nous parlent parfois dans nos rêves. En méditant, notre esprit parfois les entend. Alors, pour un instant, elles reviennent avec leurs inflexions, des inflexions de la prime poésie de notre vie, comme une musique lointaine qui s'évanouit dans la nuit. Désir. Bon, c'est toujours tiré de cette anthologie. Ici, ce sont les traducteurs. Et bon, c'est justement l'alphabet. Désir. Comme de beaux corps de gisants, morts avant vieillesse, qu'on a déposés en pleurs dans un splendide mausolée. Des roses à leur tête, à leurs pieds des jasmins. Ainsi sont les désirs qui passèrent sans être exaucés, sans qu'aucun n'ait connu une nuit de plaisir ou l'un de ces lumineux lendemains. Jour de 1903.
je ne les ai plus retrouvés. Les ai si vite perdus. Ces yeux de poète, ce visage opalin, à la brunante du chemin. Je ne les ai plus retrouvés. Les avais par pur hasard possédés, et comme ça si facilement délaissés, pour ensuite désespérément les désirer. Ces yeux poètes, ce visage opalin, ces lèvres-là, je ne les ai plus retrouvées. Ionique. Même si nous avons brisé leur statut, même si nous les avons chassés de leur temple, les dieux ne sont certes pas morts pour autant. Ô terre d'Ionie, c'est toi qu'ils affectionnent encore, c'est toi que leur âme encore se remémore. Quand un matin du mois d'août, sur toi se lève un frémissement de leur vie, traverse ton firmament, et parfois la silhouette éthérée d'un éphèbe imprécise, d'un pas pressé, transcende tes collines. On a souvent accusé Cavafy d'écrire des poèmes tellement prosaïques que, etc., etc. En fait, c'est un magicien de la prose en poésie. Il a récupéré même des clichés journalistiques pour en faire des poèmes. Ici, un poème qui s'intitule « Devant la statue d'Endymion ». Endymion, c'était probablement un bel homme, et on lui a fait une statue. Monté sur un char blanc tiré par 4 mulets immaculés, chamarrés d'argent, j'arrive à l'Atmos depuis Milet pour célébrer par des immolations et des libations la fête d'Endymion. Je suis venu d'Alexandrie sur une trière pourprée. Voici donc la statue. Transporté, je contemple enfin d'Endymion la fameuse beauté. Mes esclaves répandent des corbeilles de jasmin, et les oraisons jaculatoires ont éveillé la volupté des temps passés. Alors le dernier que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est un poème très connu aussi, c'est Perimenondas tous barbaros, dans l'attente des barbares. Qu'attendons-nous donc sur la place publique ainsi rassemblée? C'est qu'aujourd'hui, les barbares doivent arriver. Pourquoi pareil désœuvrement au Sénat? Pourquoi les sénateurs restent-ils ainsi sans légiférer? C'est qu'aujourd'hui, les barbares vont arriver. Quelles lois peuvent bien voter les sénateurs? Une fois venus, ce seront les barbares qui feront les lois. Pourquoi notre empereur, levé dès l'aurore, siège-t-il à la plus grande porte de la ville, sur son trône majestueux, couronne en tête? C'est qu'aujourd'hui, les barbares vont arriver. L'empereur attend leur chef pour l'accueillir. Il s'apprête même à lui remettre un parchemin. Il y a mis maints titres honorifiques. Pourquoi nos 2 consuls et nos prêteurs sont-ils sortis revêtus aujourd'hui de leur toge de pourpre brodée? Pourquoi portent-ils des bracelets assortis d'améthyste et des bagues serties de brillantes émeraudes? Pourquoi brandissent-ils aujourd'hui leurs sceptres précieux, délicatement incrustés d'or et d'argent? C'est qu'aujourd'hui, les barbares vont arriver.
et que pareille chose éblouisse les barbares. Pourquoi nos dignes orateurs ne viennent-ils pas, comme toujours, débiter leur discours, avec éloquence dissertée? C'est qu'aujourd'hui, les barbares vont arriver, et qu'ils ne brisent guère les palabres et les beaux discours. Pourquoi soudain pareille agitation, pareille confusion, comme les gens ont la mine défaite? Pourquoi les avenues se vident-elles si vite et les places publiques, et que tous s'en retournent chez eux, l'air fort soucieux? C'est que le jour est tombé sans que les barbares soient venus. Et d'aucuns sont arrivés des frontières, ils ont affirmé qu'il n'y avait plus de barbares. Mais alors, qu'allons-nous devenir sans barbares? Ces gens-là, c'était quand même une solution. Merci beaucoup.